C'est leur toute première grande sortie médiatique depuis leur nomination. Les ministres de la Sécurité et de la Défense sortent de leur silence au lendemain de 3 semaines particulièrement éprouvantes pour les Burkinabés sur le plan sécuritaire. Près de 130 civils et militaires ont trouvé la mort dans des attaques terroristes. Maxime Koné et Barthélemy Simporé annoncent une nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme. Tous les détails dans cette édition. Et puis, ils sont élèves et ils ont décidé de mettre à profit ces vacances scolaires pour se faire un peu de sous à travers des jobs de vacances. Ils veulent ainsi aider leurs parents démunis à préparer leur rentrée académique prochaine. Focus sur ces élèves exemplaires de Fadan Gourma. Et puis lui est un jeune homme né d'une mère burkinabé et d'un père néerlandais vivant actuellement aux Pays-Bas. Un pays qu'il a rejoint il y a 1 an sans sa mère, restée au Burkina Faso faute de visa. Le gouvernement burkinabé promet de trouver une solution. L'histoire de Richard dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue. Ces 3 dernières semaines, le Burkina Faso a encore été très éprouvé sur le plan sécuritaire. Près de 130 civils et militaires tués dans des attaques terroristes. Le gouvernement était donc très attendu sur ces solutions pour enrayer cette spirale de violence et il a répondu hier. Le ministre de la Sécurité et celui délégué à la Défense ont dévoilé une nouvelle stratégie de lutte antiterroriste. Elle met notamment l'accent sur le renforcement du matériel, l'amélioration des conditions de travail et de vie des soldats et la diplomatie. Plus de précisions avec Benjamin Kwame. Face à la presse nationale et internationale, le colonel-major Barthélemy Simporé, ministre délégué de la Défense, et Maxime Koné de la Sécurité. Les 2 hommes déroulent les nouvelles décisions prises après maintes réflexions avec le chef suprême des armées pour mieux combattre les terroristes. C'est un document qui prend en compte une nouvelle vision holistique pour les 5 années à venir. Et il y aura un grand bouleversement pour être beaucoup plus résilient les jours à venir. Il y aura un grand bouleversement pour réadapter l'outil à un contexte qui est devenu un contexte opérationnel affirmé. Nous étions dans une posture, du temps de paix pendant longtemps, avec une articulation qui prévoyait juste des régions militaires comme réservoir de force. Et bientôt, nous allons amorcer une nouvelle réorganisation. La clé de voûte dans cette nouvelle organisation consiste en clair à apporter des réponses nationales rigoureuses face à l'hydre terroriste. Ici, le pivot sera le nexus triangulaire gouvernement, population et FDS. Si nous faisons de tout militaire, nous allons cracher. Si nous faisons de tout développement, nous allons cracher. Ça, c'est une évidence. Donc, ce nexus sécurité-développement est une dualité que nous devons donc travailler à développer de manière très intelligente. Et pour être beaucoup plus rationnel, le gouvernement pose déjà une pièce du puzzle en renforçant les conditions de vie et de travail des hommes sur le terrain. Mais c'est eux qui auront la primeur de ce qui a été décidé. Pour le matériel, la machine est déjà lancée, nous dit Maxime Koné. La perspective immédiate, travailler au renforcement de l'équipement de nos hommes. Et je pense que nous avons été instruits par le chef de l'État pour que nous puissions rapidement, et si ce n'est déjà fait même, avoir le matériel nécessaire pour accompagner les hommes sur le terrain. La flotte aérienne de l'armée est bien garnie, sauf qu'il y a une certaine contrainte qui ralentit souvent les opérations des troupes, selon le ministre de la Défense. Aujourd'hui, l'État a fourni d'énormes efforts pour renforcer notre flotte aérienne. Nous avons des hélicoptères. Mais non seulement pour faire fonctionner ces hélicoptères, c'est du carburant. Il faut des pilotes. Il faut très souvent donc des révisions, parce que lorsqu'un hélicoptère vole un certain nombre d'heures, il faut l'immobiliser pour faire une révision. Et puis ensuite, il y a des révisions périodiques chez le constructeur. Cette nouvelle stratégie spécifique prend en compte la réponse diplomatique, judiciaire et communicationnelle. Désormais, il faut savoir clairement que les terroristes qui attaquent le Burkina Faso sont connus
Il s'agit du GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara, mais qui ont des sous-traitants nationaux. À ces derniers, le colonel-major Barthélemy Semporé demande de déposer les armes, car l'armée va durcir ses actions. Nos compatriotes qui ont pris des armes contre l'État, que la nouvelle stratégie qui se profile donne la place à ceux qui veulent déposer des armes. Ceux qui ne veulent pas déposer, nous allons donc continuer à renforcer l'outil judiciaire, mais aussi l'outil militaire pour maîtriser la violence. La réponse militaire face aux terroristes est une condition nécessaire, mais pas suffisante, au dit des deux ministres. Il y a des gens qui étaient à Kaboul disant que c'est le gouvernement. Aujourd'hui, les Afghans sont à Kaboul, ils sont en train de leur appliquer la charia. Donc, c'est pour dire que dans notre vision, c'est que cette lutte, elle doit se mener avec tout le peuple burkinabé. Maxime Koné rappelle également que cette guerre imposée au Burkina Faso est un business, car certaines personnes physiques ou morales prient encore que le pays continue de brûler pour écouler les âmes. Mais les soldats ne doivent pas fléchir genoux, lance-t-il. Le gouvernement et les Burkinabés continueront de les soutenir jusqu'à la victoire finale. Et puis, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme toujours, le gouvernement, semble-t-il, ne veut manquer aucune occasion pour inverser la tendance sur le terrain. Hier, le président du Faso a plaidé la cause de son pays au cours de la 4e réunion du G20 tenue en Allemagne et auquel il a pris part par visioconférence. Hormis la sécurité, Roch Kaboré a aussi insisté sur la nécessité d'accompagner le Burkina Faso dans la mobilisation de ressources financières pour faire face aux nombreux défis humanitaires et sanitaires. On écoute Pauline Zouré, ministre déléguée en charge de la prospective. Le chef de l'État, son Excellence, M. Roch Marc Christian Kaboré, a fait un plaidoyer soutenu en faveur du Burkina Faso qui, comme vous le savez, traverse un contexte doublement contraignant parce qu'il y a le contexte sanitaire qui a son effet sur nos budgets, mais il y a aussi le contexte sécuritaire qui nous rend doublement fragiles. Et donc, il a demandé qu'il puisse avoir une grande mobilisation, une plus grande solidarité mondiale autour des États du G5 Sahel, en particulier le Burkina Faso. Il a aussi saisi cette initiative-là pour pouvoir rappeler qu'il était encore temps que le débat sur la résolution structurelle de la question de l'endettement des pays africains soit reposé et que le compact G20 avec l'Afrique était un cadre privilégié de partenariat gagnant-gagnant au cours duquel on pouvait repositionner ces questions-là, au cours duquel on pouvait en tout cas trouver des solutions pour pouvoir assurer une plus grande solvabilité de nos économies. Il y a aussi la question du PNDS qu'il a abordé en annonçant que le Burkina Faso serait vraiment honoré que les partenaires puissent participer à la conférence des partenaires pour le financement du plan national de développement économique et social 2021-2025. En résumé, c'est pour dire que l'ensemble des chefs d'État présents ont soutenu un plaidoyer en faveur d'un plus grand engagement des États du G20 à la construction de l'Afrique sur le plan des investissements privés, mais aussi à l'atteinte de la couverture vaccinale à 70%, qui est un seuil privilégié pour que nos États puissent se prémunir contre l'émergence des nouveaux variants et que les États aussi puissent participer aux échanges économiques, puisque vous savez qu'avec l'introduction du vaccin, il est possible qu'il y ait des balkanisations et c'est ce que nous voulons éviter en essayant de promouvoir cette couverture vaccinale de nos populations. Et la France, dans cet élan de solidarité, a annoncé la mise à disposition à l'Union africaine de 10 millions de doses contre le Covid-19. Voilà. Et puis, cette nouvelle qui va certainement faire grand bruit au sein de la communauté éducative,
Le lycée Philippe Zenda Kaboré restera fermé à la prochaine rentrée scolaire. Une décision de la direction provinciale des enseignements post-primaires et secondaires du Kadiogo. Le communiqué rendu public hier annonce l'ouverture de sites d'enregistrement en vue de l'affectation des élèves dans les établissements publics de la commune de Ouagadougou. Les parents d'élèves sont alors invités à retirer, renseigner et déposer les fiches d'enregistrement disponibles dans les sites de leur choix. Et les affectations se feront selon leur zone et en fonction de la capacité d'accueil des établissements ciblés. Les enregistrements, précise le communiqué, se déroulent du lundi 30 août au vendredi 10 septembre 2021. Il faut rappeler que l'établissement, qui demeure à ce jour le plus grand lycée du pays, était fermé depuis le 24 mai dernier par le gouvernement suite aux violences nées des manifestations contre les nouvelles réformes dans le secteur éducatif. Et puis, eux ne se soucient certainement pas de savoir dans quel établissement fréquenter l'année prochaine, comme les élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré, justement. Ce qui les préoccupe plutôt, ces élèves de Fadangourma, c'est comment gagner de l'argent pour aider leurs parents démunis à préparer leur rentrée scolaire. Alors, durant ces vacances, ils ont décidé de faire de petits jobs de vacances, grilleurs de maïs, contrats dans le secteur de l'agriculture ou encore vendeurs de cartes de recharge. Ces élèves n'ont aucun complexe à faire ces petits métiers pour subvenir à leurs besoins. Regardez. Pour gagner de l'argent et financer l'achat de ses fournitures, Darius, élève en classe de 3e, n'hésite pas à griller du maïs au bord de la voie. Devant son fourneau, ce nouvel admis au BEPC attend impatiemment d'éventuels clients. Comme lui, ils sont nombreux ces enfants qui s'adonnent volontiers à de petits métiers pendant les vacances. Avec ces petits boulots, ces jeunes espèrent aider leurs parents à préparer la rentrée scolaire prochaine. Les années passées, j'aidais mes parents à cultiver. Cette année, on m'a proposé de venir faire le transfert d'argent. J'ai accepté parce que ça va m'aider à avoir l'argent et puis je vais payer mes fournitures scolaires. Mamadou Yanchirma lui a décidé de mettre à profit la saison pluvieuse pour s'offrir de petits contrats dans les champs. Il propose aux cultivateurs affaiblis par le poids de l'âge de labourer leurs terres moyennant une rémunération. Comme les conditions de la vie sont très difficiles, donc nous sillonnons dans les champs des gens pour prendre des contrats à travailler, avoir de l'argent pour payer notre scolarité, nos fournitures scolaires. Donc on ne peut pas s'asseoir les bras croisés en attendant tout venant de nos parents. On ne peut pas aller commander des gens pour qu'ils nous viennent en aide, pour subvenir à nos besoins et en matériel comme financier pour nos études. Donc nous on se bat aussi pour gagner un peu afin de pouvoir subvenir à nos besoins. À Fadangourma, pas le temps de se reposer après 9 mois de cours. Chaque année, les rues sont envahies par de jeunes élèves vendeurs ambulants. Ces enfants se retrouvent souvent au grand carrefour et dans les marchés, parfois tard dans la nuit. Ils bravent les dangers du trafic pour gagner leur pain quotidien. Pour eux, travailler est un moyen de s'épanouir et ils pensent que les autres devraient faire comme eux plutôt que d'attendre toujours tout des parents. Par an, je peux gagner 100 000 comme ça, là, parfois 150 000. L'année dernière, j'ai gagné 150 000. Aux jeunes qui sont comme nous, de ne pas avoir honte, de ne pas se décourager et de se battre. Je conseille à mes amis qui n'ont rien à faire de trouver un emploi, même si c'est laver les plats. Tu vas demander tes parents, puis ils vont dire qu'ils n'ont pas. Ça va trouver que tu as quelque chose, tu vas prendre là-bas. À quelques jours de la rentrée, les initiatives se développent de partout pour améliorer le business. Chacun espère engranger le maximum d'argent pour financer ses études scolaires et subvenir un tant soit peu à ses besoins. Venons à présent à ce cri de cœur lancé depuis les Pays-Bas. L'auteur, un jeune burkinabé de 20 ans du nom de Richard, né d'un père hollandais et d'une mère burkinabé. Le père étant décédé, Richard vivait avec sa mère au Burkina Faso jusqu'à l'âge de 19 ans. C'est donc seulement l'année dernière qu'il a connu le pays de son père, mais le hic
est que sa mère, restée au pays, ne peut plus le rejoindre en Hollande, faute de visa. Le jeune lance alors un SOS pour que sa génitrice puisse le rejoindre. Et la bonne nouvelle, le ministre en charge des Burkinabés de l'extérieur l'a rencontré en Hollande. Elle a promis de faciliter les choses. Benjamin Kwame. Né d'une mère burkinabé et d'un père néerlandais, Richard, aujourd'hui 20 ans, est abandonné seul aux Pays-Bas, un pays qu'il ne connaît pas d'ailleurs. Ses parents se sont séparés. Richard était pratiquement dans le berceau quand il arrivait au Burkina Faso. Il a regagné la terre de son père, la Hollande, qu'à l'âge de 19 ans. Bien que bénéficiant du soutien ponctuel d'une cousine lointaine et d'une famille adoptive, le jeune homme se sent mal. Les difficultés que je rencontre, c'est quand je suis seul, je m'ennuie, j'ai besoin de ma mère. C'est ça les difficultés. Je m'ennuie, c'est ça. J'ai besoin de ma mère. Les difficultés, le jeune Richard en a connu au départ, mais plus maintenant. Sa mère est restée au Burkina Faso, faute de visa d'entrée en territoire européen. Aujourd'hui, à travers un appel vidéo en présence de la ministre déléguée chargée des Burkinabés de l'extérieur, elle exprime tout le souhait de retrouver son fils tout en partageant son désarroi. Oui. Oui. J'avais tenté de le rejoindre, mais ça n'a pas marché. C'est ça. Donc, ça fait que vraiment, tant que mère, quand je rentre la nuit, je ne peux même pas dormir. Oui. Et il y a des problèmes aussi de ne pas finir avec les amis de son papa. Vraiment, ce n'est pas facile. Outre la maison, le gamin a hérité des biens de son père qui suscitent divers sentiments. La ministre promet s'impliquer pour que la mère rejoigne son fils resté aux Pays-Bas. On va essayer de le protéger aussi à notre manière et puis de vous accompagner tous ensemble, quoi. Ok, Dieu merci. Dieu merci. Donc, dès que je rentre, on va se voir. Et puis, normalement, ça ne devrait pas poser de problème si en tout cas au niveau diplomatique, on se met dans le dossier, ça devra aller pour que vous puissiez venir. Une assistance qui va certainement aider ce jeune homme à se construire une nouvelle mentalité. Car s'il a encore le sourire, c'est grâce à sa famille adoptive. Il relate qu'il leur doit tout et ses parents hollandais font partie désormais de sa famille biologique, ajoute-t-il. Un mot de politique dans ce journal. Le MODEM, le Mouvement démocratique, ce parti créé à la veille des élections couplées de 2020, s'est résolument engagé sur le terrain de la structuration. Ce parti, dirigé par Nathanaël Ouedraogo, ancien cadre de l'UPC, vient de faire sortir de terre son siège central à Ouagadougou. L'inauguration de ce bâtiment flambant neuf est intervenue ce matin en présence de plusieurs responsables de partis politiques. Avec cet acte, le MODEM dit être prêt à affronter les municipales à venir. On retrouve Benjamin Kwame. Le CDP, le MPP et le MODEM en file indienne coupent ce ruban marquant l'inauguration officielle du siège du mouvement démocrate de Nathanaël Ouedraogo, un ancien membre du parti de Zéphirin Diabré, l'UPC. C'est le 29 octobre 2020, à la veille de la campagne des élections couplées législatives et présidentielles, que le MODEM a été officiellement lancé. À travers l'implantation de son siège à Ouagadougou, à Gunguin, précisément à la rue Simon Compaoré, Nathanaël Ouedraogo et ses camarades entendent ainsi se mettre en règle vis-à-vis de la loi, mais aussi démontrer que MODEM est un parti sérieux et responsable. La loi 032 du 29 novembre 2001 portant charte des partis et formations politiques au Burkina Faso, à son article 14, exige des dirigeants de doter les structures d'un siège officiel situé sur le territoire national. Par cette cérémonie officielle donc, l'inauguration du siège national, le MODEM montre qu'il est un parti respectueux de la loi. Cette attitude d'être dans la légalité montre à tous ceux qui en doutent encore que le MODEM est un parti politique sérieux
avec lequel il faut désormais compter dans la pléthore des partis politiques au Burkina. Je vous demande de l'applaudir. C'est un bâtiment qui peut accueillir 110 personnes pour les réunions, des bureaux, une salle VIP, bref, toutes les commodités y sont. Le siège est donc un lieu où tout pourra se préparer pour les batailles électorales à venir. Le MODEM se dit déjà prêt pour la circonstance. Là où nous allons commencer notre lutte et finir par des victoires éclatantes. Vous savez, on est toujours prêt quand on est un soldat. Donc le MODEM, même nous étions prêts pour le mois de mai passé, puisque ça a été reporté. Donc c'est comme un examen. On n'est jamais prêt, mais on est toujours prêt. Le choix du siège dans le quartier Gounguin est tout simplement symbolique, selon le président du parti, car c'est en ce lieu qu'est né Nathanaël Ouedraogo, le premier responsable. Sport football à présent, elle a été l'une des sensations de la saison précédente du Face au Foot, en réussissant à occuper la deuxième place du classement. Ragaillardi par ce résultat, l'AS Douanes nourrit de grandes ambitions cette saison. Elle vient de renforcer l'équipe avec de nouvelles recrues. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs autres actions ont été annoncées en vue de décrocher le titre cette année. C'était au cours d'une assemblée générale débutée hier vendredi. Madi Zongo et Abdou Azissari. Classé deuxième du championnat national la saison dernière, l'association sportive des Douanes veut tenter d'occuper cette année la première place du Face au Foot. Et pour ce faire, les responsables de l'association douanière ont même procédé au renforcement de l'équipe à travers l'achat de nouveaux joueurs. Il faut avouer que quand on a réussi à être deuxième, la chose qui reste quand on est ambitieux, c'est d'occuper la première place. Alors, donc, c'est dit que cette année, nous avons effectivement renforcé notre arsenal et nous allons tenter donc, de conquérir donc, cette première place-là. Et ce ne sera pas certainement chose facile. Vous avez parlé des renforts au niveau de l'AS Douanes, mais également, si vous regardez autour de nous, voilà, les gens ne dorment pas également. Donc, c'est pour dire que le championnat sera relevé et que, en tout cas, celui qui va gagner, c'est celui qui fera moins d'erreurs. Tout comme son équipe de football, l'association sportive des Douanes veut voir aussi ses équipes évoluant dans les autres disciplines occuper les premières places cette saison. Et ce sont les stratégies pour y arriver qui seront débattues au cours de son assemblée générale extraordinaire ouverte ce 27 août. Alors, nous allons évoquer pas mal de stratégies. Vous savez que la première des stratégies, c'est le consensus. Et on dit toujours dans ce cadre-là que, en matière de réforme, l'appropriation donc par les acteurs principaux est la meilleure des réformes. Ça veut dire que c'est la meilleure qualité pour pouvoir atteindre les objectifs. Et donc, pour nous, il est tout à fait important que, dans un premier temps, les principaux acteurs s'accordent sur ce que nous avons tracé. Et à l'issue de ça, nous pensons que nous allons déployer donc les initiatives pour pouvoir y arriver. Outre les stratégies pour une campagne sportive réussie, il sera également question au cours de cette assemblée générale de procéder à la rélecture des statuts et de règlements intérieurs de l'AS Douanes afin de lui permettre d'être en phase avec les enjeux sportifs du moment. L'actualité internationale est dominée cette semaine par la situation en Afghanistan après le double attentat mené jeudi par l'État islamique à l'aéroport de Kaboul, tuant au passage 85 personnes, dont 13 soldats américains. Washington a réagi à travers une frappe de drone contre une cible de l'État islamique. Pendant ce temps, des pays comme l'Italie, l'Espagne ou encore la France ont fini d'évacuer leurs ressortissants du pays. Regardez. Il ne reste plus que 3 jours avant le départ des troupes américaines d'Afghanistan. Mais pour la France, clap de fin pour le pont aérien. À l'instar de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne ou encore du Canada, la France a mis fin aux opérations ce vendredi après avoir évacué plus de 3000 personnes, dont 2600 Afghans. La centaine de militaires français encore présents et l'équipe de l'ambassade de France à Kaboul ont également quitté le pays. Mais plus de 5000 personnes sont toujours réfugiées à l'aéroport de Kaboul et les talibans ont affirmé avoir pris le contrôle de plusieurs parties de la structure, ce que le porte-parole du Pentagone a démenti.
Pendant ce temps, Washington a répliqué sans tarder à l'attentat de jeudi revendiqué par l'État islamique et qui a fait au moins 85 morts, dont 13 soldats américains. Les États-Unis ont mené une frappe de drone contre un organisateur du groupe État islamique en Afghanistan, une frappe lancée depuis l'extérieur du pays. Le commandement central américain affirme avoir tué la cible. Lorsqu'on lui demande si l'objectif est de tuer ou de capturer vivants les auteurs de l'attaque, la porte-parole de la Maison-Blanche répond sans hésiter que le président américain souhaite les voir morts. Mais à 3 jours de leur départ d'Afghanistan, les Américains préviennent que le risque d'autres attentats persiste. Au total, plus de 100 000 personnes ont été évacuées depuis le 14 août, veille de la prise de pouvoir des talibans. La plupart des pays ont désormais mis fin à leurs ponts aériens et même côté britannique, les exfiltrations connaissent leurs dernières heures. Voilà, fait de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de nous avoir reçus chez vous durant toute cette semaine. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez fidèles au programme de la chaîne au cœur de nos défis. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.